Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. On se retrouve aujourd'hui avec Guillaume. Me voilà. Et on continue sur notre lancée de reprise du podcast. La dernière fois, je l'ai dit que ça faisait longtemps, pratiquement 1 an qu'on n'avait pas enregistré. Et là, on essaye de revenir sur des bases un peu plus régulières, on l'espère. On l'espère. On est parti aujourd'hui pour le chapitre 9, donc Arya 3 de A Clash of Kings. C'est ça. Alors vas-y, Guillaume, je te laisse faire ton résumé du coup. Que dire sur le chapitre ? Bon, c'est pas le chapitre le plus fourni, le plus fourni du bouquin, contrairement au prochain épisode, mais ce qu'on peut dire dessus, c'est que le chemin vers le mur, pour Arya, semble, malgré l'escorte de Yoren, de plus en plus compromis. Entre les manteaux d'or qui sont à la recherche de Gendry et les premiers stigmates de la guerre dont on va parler dans ce chapitre, ça s'avère de plus en plus compliqué. Seule note un peu funky, c'est que la fin du chapitre est marquée par Arya qui se fait encercler par une meute dirigée par un sombre loup. Quel sombre loup ? Nymeria peut-être, on verra. Je kiffe la petite interrogation, un sombre loup, Nymeria peut-être, pour l'interrogation. Alors, du coup, la dernière fois que nous étions avec Arya, du coup, je crois que Guillaume et moi, c'était il y a... Ah, je sais pas, c'était... Non, si, ça devait être il y a plus d'1 an, ouais. Ça devait être en septembre 2021, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, ça me fait mal au cœur de me penser qu'on on s'est si peu donné l'occasion d'enregistrer parce que... Mais c'est... Ouais. Je sais que c'est indépendant de notre volonté, hein. On a fait ce qu'on a pu et c'est tout. Ouais, mais en soi, je pense que les auditeurs l'ont pas trop ressenti vu qu'on a sorti parce qu'on avait on avait charbonné l'année d'avant, donc ça a compensé un peu. Mais on va essayer d'avoir un peu plus. On va essayer de refaire le stock d'épisodes aussi. En tout cas, la dernière fois que nous étions à Arya, les manteaux d'or étaient venus récupérer un membre du groupe de Yoren allant à la garde de nuit. On avait appris dans le chapitre précédent que c'était Gendry, du fait qu'il soit le bâtard de Robert. Et, à la fin du chapitre précédent, Gendry avait donc compris qu'on le cherchait, car il était un bâtard, mais lui ne savait pas de qui. D'ailleurs, au cours du chapitre, les autres orphelins du groupe supposent que c'est un bâtard d'Eddard Stark, le feu seigneur de Winterfell. Et, avec les événements portés à notre connaissance lors du dernier chapitre de Tyrion, que Cersei avait missionné l'assassinat de Barra, le petit bébé de Robert, qu'il avait eu avec une certaine prostituée. Donc on comprend que Gendry est en vérité en danger de mort à présent. Donc en fait Cersei elle cherche à éliminer tous les bâtards de Robert, quoi. Ça on le savait déjà. Et en tout cas c'est pas de bol pour Arya parce que sans Gendry, honnêtement, ils auraient pu prendre la route royale techniquement parce que ils se doutent pas une seule seconde que Arya elle est dans le convoi. C'est vrai. Ouais. Techniquement. Non, t'as raison parce que en fait on avait appris qu'ils avaient recherché Arya après sa disparition lors de la trahison de Littlefinger, mais qu'ils l'avaient pas trouvé. Et c'est limite s'ils avaient pas abandonné les recherches, quoi. Ouais, oui. Mais en tout cas, même s'ils devaient chercher quelque part, c'est pas là qu'ils chercheraient en premier. Je pense pas. Nous retrouvons notre petit groupe qui, à présent, ne passe plus par la grande route, mais par les petits chemins, pour éviter d'être repérés, et par les gardes royaux, mais aussi par les habitants du coin. L'inconvénient était que la durée de voyage s'allongeait, et les chemins étaient plus difficiles à parcourir. Les orphelins qu'emmenait Yoren à la garde de nuit s'étaient organisés afin de monter la garde, mais Arya, de par son entraînement avec Syrio Forel, sent que ce sont des amateurs, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, aussi ne leur fait-elle pas confiance. Mais elle ne pouvait pas non plus partir seule, il n'y aurait plutôt alors plus personne pour monter la garde, surveiller les arrières, etc. Arya était obligée de rester avec eux. Et il y en a comme Arya, de ses 9 ans, elle les considère comme des boulets. Ouais. Non, mais attendez, moi j'étais entraîné par l'ancien grand amiral de Bravos, à côté là, vous êtes des amateurs. mais en fait t'as tout qui prédit que ça va se passer mal. Genre tu le sens. Pour le scénario, tu te doutes bien qu'elle va pas arriver à destination comme ça.
Et puis c'est quand même assez bien décrit. Là, tu sens la fragilité du groupe. Tu sens Hmm. que t'as Yoren qui voilà qui a de la bouteille et tout, mais le reste t'as une bande de bras cassés. Ouais. C'est qui il essaye de garder le groupe Hmm. sur les pattes, Ouais, soudé. mais c'est galère. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'il avait dit, Oren, c'est que les membres de la garde de nuit qu'il avait recrutés, en tout cas comment dire, ceux qui postulaient, c'était les gars qui venaient des bas-fonds de Port-Réal, de Culpucier. Mais c'est pas du tout des gens entraînés, etc. Du tout, du tout. Bah ils sont entraînés sur place. On l'avait bien vu dans le premier tome avec John. Hein. Pour beaucoup, pour beaucoup. On se souvient de la fameuse fois où les frères de la garde de nuit de John étaient extrêmement jaloux de John et que tout le monde n'avait pas le luxe d'avoir été entraîné par un maître d'armes à Winterfell, etc. Ah Que ouais, bien vu. John c'est devenu clairement l'exception parmi les frères de la garde de nuit. Hmm. Tout le groupe savait à présent que la reine Cersei avait ordonné la capture de Gendry. Alors, il le considérait comme spécial, mais lui ne savait pas pourquoi. Il se contentait d'être apprenti forgeron, a toujours écouté les ordres et ne faisait rien d'exceptionnel, ce qui n'a pas empêché son maître son maître, pas d'armes, mais son maître forgeron, Tobomot, de l'envoyer un jour sans prévenir à la garde de nuit. À présent, il ne restait que son homme à Gendry, dont il s'occupait tellement précieusement qu'Arya pouvait s'admirer en le regardant. Mais Gendry ne le coiffait jamais. Donc c'est vrai qu'on sait pas très bien si c'est une signification, le home, je crois que c'est un home de taureau qu'il a Gendry, Ouais, mais exact. je crois pas qu'on connaisse la signification qu'il a pour lui particulièrement, juste que c'est un homme dont qu'il chérit, et que même je crois il avait refusé à Eddard, quelque chose Genre, comme ça. je crois que c'est juste Ned qui s'en est limite, il s'en était que approché parce que il voulait, enfin, quand il avait vu Gendry chez Tobomot, qu'il avait vu son home, je crois, limite, il voulait juste le toucher pour se dire, oh, il a du talent, ce petit, ça a l'air d'être de bonne facture, un truc comme ça. Lui, il l'a direct retiré, et ça, Ouais, c'est en pas mode, avant. ça c'est à moi. Donc, tu sens que il y a une réelle importance, derrière ce home, Ce en tout home. cas pour lui probablement plus sentimental ou je sais pas je comprends pas bien je comprends pas la raison pourquoi il le chérit autant. Franchement, par pure spéculation, je pense que c'est vraiment soit le premier home qu'il a fait, soit un home sur lequel il a passé tellement de temps de travail que Ouais. Je pense pas que ce soit le premier home qu'il ait fait parce que la logique voudrait que tu fais pas un home aussi joli pour la première fois, tu vois, c'est pas logique. Ou peut-être mhm. par contre que ce soit le projet qu'il ait toujours voulu réaliser, ou qu'il avait ou qu'il a en tête une armure complète qu'il imagine depuis un, toujours et que c'était un berserker. une armure de berserker, exactement, comme ça. Le groupe approchait du lac L'Œil-Dieu, et pour Yoren, il ne fallait reprendre la route royale qu'après avoir traversé le Trinant. On comprend pourquoi en regardant la carte. L'Œil-Dieu, c'est le lac qui se trouve juste au sud de la forteresse d'Harrenhal. Qui se trouve en ce moment à la forteresse d'Harrenhal? Lord Tywin Lannister. Alors, même si les ordres de Cersei n'ont pas dû l'atteindre, Tywin, et que donc il n'a aucun grief contre Gendry, c'est quand même la guerre dans le conflant, et pour notre groupe, les Lannister font partie de la même famille, donc ils sont tous autant dangereux les uns que les autres. Et au sud du lac de l'Œil-Dieu se trouve le Trident, qui c'est un peu la limite entre le nord et le sud de la carte. Et on sent que dès que Yoren atteindra le nord en fait de Westeros, c'est là qu'il se sentira en sécurité quoi. Ouais, parce que il sera en territoire Stark Hmm. enfin, il n'y a pas encore, en tout cas, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de conflits armés qui ont été débutés au-dessus du Neck. Il Ouais. y en a pas. Tout se passe dans le sud pour l'instant. Oui, parce que en plus du coup, on avait parlé de alors comment elle s'appelle encore la forteresse qui se trouve dans le Neck et qu'on peut pas traverser, tu sais, parce qu'il y a de la boue, de la gadoue, etc. Exactement. Ah putain, j'ai plus le nom en tête.
Alors, quand on vous dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, c'est que ça fait Non, mais longtemps. même, tu sais que le nom, il me rappelle tout le temps Ah, Kermoren Maud dans Kelly. The Witcher. M- Maud Kaelin, oh Maud putain, ça Kelly. n'a rien à voir, mais Ouais, Maud Kaelin, exactement. ouais, Et à chaque fois, tu disais Maud Kathleen, hein, je me souviens. ouais. 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 Jusqu'à ce que tu me le fasses remarquer. Et oui, c'est ça. Et en passant, ouais, Guillaume. Non, rien. C'est juste, effectivement, pour l'instant, tous les conflits sont dans le sud, et donc effectivement, ils seront beaucoup plus tranquilles pour traverser le nord que le sud. Hmm. En passant, on avait déjà parlé du lac L'Œil-Dieu. Alors moi j'avais marqué quand j'avais écrit les chapitres, est-ce que tu te rappelles de l'histoire? Mais je pense que c'était à une époque où ça faisait pas un an qu'on n'avait pas enregistré. Donc Alors, je vois à peu près. Enfin, moi, j'ai une notion de euh, tous les dans le sud, tous les barrals ont été coupés parce que la religion des Sept a remplacé la religion des premiers hommes, mhm, et que sur il y a une exception, c'est certains arbres-cœurs de certains forts, enfin mhm, de certains palais qui ont gardé un barral, mhm, quelques-uns, et les barrals de l'œil Dieu qui sont veillés par les hommes verts. exactement. Pour moi, c'est Ouais, ça. ça c'est ok. Non non mais c'est exactement ça. Hein. Mais je crois que c'est dans un chapitre de Bran où on avait appris un peu plus précisément ce qui s'était passé au niveau du lac L'Œil-Dieu. C'est que donc du coup il y a 12 000 ans survinrent les premiers hommes par le bras de Dorne, bon, qui n'était pas cassé à l'époque, donc on pouvait passer de Essos à Westeros tranquillement. Et Et bon, justement, ces premiers hommes. c'est ça, le bras de Dorne, c'était un lien entre Westeros et Essos. Hmm, Et aujourd'hui, je crois que c'est les degrés des pierres. Enfin, c'est les stepstones, comme si vous voyez House of the Dragon dans les premiers, ils en parlent beaucoup des stepstones ouais. dans les premiers épisodes. Ouais. Et bon, ces premiers hommes, ils montaient des chevaux avec des épées en bronze. Et au fur et à mesure de leur installation, ces premiers hommes livrèrent une guerre. Enfin, livrèrent au feu les arbres-cœurs avec les faces sculptées, ce qui provoqua une guerre entre eux et les enfants de la forêt. Et c'est à ce moment-là que les enfants de la forêt auraient utilisé la magie afin de casser le bras de Dorne et de bloquer l'arrivée des premiers hommes. Ok. La guerre Donc fut sanglante. finalement, Ouais. attends. Donc du coup, c'est plutôt moi qui me trompe parce que c'est pas les Andals ou je ne sais qui avec la religion des Sept qui ont coupé les barrels. C'est les premiers hommes du coup. Non, juste, enfin, alors les premiers, les comment dire, les premiers hommes quand ils sont arrivés, oui, ils livrèrent certains arbres-cœurs au feu, mais du coup, à un moment donné, justement, ils sont alliés avec les enfants de la forêt, ou du moins il y a eu une entente, et en Mhm. fait, ils ont continué à prospérer au sein de Westeros. D'accord, ok. Mais c'est pas eux qui ont abattu tous les barrals dans le sud. Ouais, exact. Ça, c'est les Andals Ok. après. Ok, très bien. Donc justement, c'est la suite du paragraphe, c'est que la guerre fut sanglante des deux côtés, entre les premiers hommes et les enfants de la forêt, et par la raison, un pacte fut conclu entre les deux camps dans la petite île au centre du lac L'Œil-Dieu. Ils partagèrent l'espace des 7 couronnes entre les deux peuples, et les premiers hommes jurèrent de ne jamais plus couper de barral. Ce pacte fut scellé avec des arbres-cœurs, avec justement les faces sculptées autour. Pardon. Ce pacte fut scellé avec des arbres-cœurs avec des faces sculptées, afin qu'il soit sous le regard des dieux. Et c'est à ce moment-là que fut instauré l'ordre sacré des hommes verts pour assurer la protection de l'île aux faces. Et donc c'est à ce moment-là que se termina l'âge de l'aube et que commença l'âge des héros. Très bien. En, Ça fait en fait, on voit que vraiment que voilà l'âge de l'aube, quand on en parle, etc., on pense que c'est l'âge des enfants de la forêt, mais en fait, les premiers hommes, ils arrivèrent vraiment à la fin de l'âge de l'aube, et c'est le pacte entre les premiers hommes et les enfants de la forêt qui fait passer enfin, l'histoire du temps en fait à l'âge des héros. Et comme tu dis, Guillaume, c'est après qu'il y a eu toute l'histoire avec les Andals qui, eux, ils ravagèrent vraiment tous les arbres, etc., quoi. Dans le sud, en tout cas. très bien. Le groupe avait à présent utilisé toutes les réserves de nourriture qu'ils avaient emmenées de Port-Réal. Aussi devait-il chasser, cueillir, braconner, chaparder pour en trouver. Donc on sent qu'ils sont dans une situation assez précaire. Et Yoren fait la remarque qu'auparavant, on respectait la garde de nuit, et que même les grands seigneurs prenaient plaisir de les accueillir dans leur château. La situation avait assez changé de ce qu'on voit depuis le début du premier tome, mais bon,
on s'était déjà fait la remarque que l'ordre de la garde de nuit avait perdu de son prestige, pas seulement du regard extérieur, comme on l'a compris avec les remarques de Tyrion à Jon, mais aussi des personnes qui la composent. Alors, je crois que j'ai pris comme exemple dans mes notes que dans le chapitre précédent de Jon de Ahsoka, on avait vu que, par exemple, il y avait une bibliothèque assez fournie au mur dans laquelle je crois que Sam il cherche des cartes justement pour préparer l'expédition au-delà du mur. Et ce qui paraît drôle à présent, vu que en fait maintenant 95% des gens qui composent la garde de nuit ne doivent pas savoir lire, quoi. Ouais, c'est terrible. Non, c'est catastrophique. Donc c'est un peu ce que tu disais, Guillaume, au début de l'épisode là, que en plus en fait, bon là on vient de dire la baisse de prestige, mais c'est que les gens les respectent plus, quoi. Comme le corps médical. Hein. Non, j'abuse. Je retire ce que j'ai dit. Au cours du chapitre et de leur traversée, un des hommes du groupe de Yoren aperçoit un campement composé d'une vingtaine d'hommes et avec comme bannière un ossolo jaune et noir sur champ d'ocre. Pour information supplémentaire qui n'est pas spoilante. Ouais, j'ai cherché par curiosité. C'est la maison Mayat, donc qui est vassale de Lannister. Donc ils ont quand même bien fait d'esquiver. Ouais. Moi j'ai regardé c'était quelle maison vassale, j'ai vu ça, je fais bon, tant mieux. Enfin, tant mieux qu'ils aient esquivé, quoi. Mais justement, en fait, on se dit, mais en fait, c'est ce qu'on dit au début du chapitre, c'est que en soi, ils n'ont pas de raison d'esquiver les Lannister, vu que les Lannister ne sont, en dehors de ceux de Port-Réal, ne sont pas au courant qu'il faut capturer Gendry, tu vois. Donc pour eux, c'est juste une banque de cocards qui est la garde de nuit. Et Ilan, est-ce que tu peux me dire comment t'en es si sûr que en dehors de Port-Réal et en dehors des manteaux d'or, ils aient pas Hors de la capture de... Parce que c'est un truc de Cersei, en fait. C'est genre Cersei qui pète un câble et qui se dit il faut éliminer tous les bâtards. Mais ouais, par exemple, typiquement... Tywin, il est pas dans ce délire-là, il est pas... Ouais. Ouais. Elle a pas considéré qu'il fallait mettre au courant Tywin nécessairement, ouais. Ouais, c'est un truc sur lequel elle est psychote pour le coup plus que Tywin. Tywin, il doit être plus focus sur autre chose. C'est possible. Après, je pense, hein, mais déjà Cersei, je pense même pas que, tu sais, par exemple, elle a même pas parlé à Tywin du fait que Arya avait disparu. Donc je pense pas que c'est le genre de partager ces informations à son daron. Pas celle-là en tout cas. Ouais. Une nuit où ils marchaient, l'un des orphelins du groupe sentit un feu et ils y passèrent le lendemain. C'était un carnage. Les champs étaient calcinés, les animaux massacrés, les cadavres empilés, on n'était plus en sécurité dans le conflant. Donc voilà, on avait déjà dit, mais on sent que Gregor Clegane, il a fait du sale. Il a fait du sale dans le conflant. Ouais, c'est là où ce chapitre, il a pas beaucoup d'intérêt, mais il t'amène un personnage au milieu des ravages, quoi. Il te les montre enfin, plus que les bruits de couloir, comme quoi Gregor Clegane est un affreux monstre qui met le conflant à feu et à sang. Là, tu le vois, c'est du concret, quoi. Et en fait, quand je lis ces chapitres, ça me rappelle un sentiment, je crois, avoir perçu lors de mes précédentes lectures, quand je lisais ces chapitres dans le conflant, et que je lisais la nuit. Et en fait, il y a une ambiance vraiment, il y a une ambiance vraiment pesante, en fait, dans le conflant, je trouve. Où t'as des corps empilés partout. Moi, je me demandais, franchement, dans mes précédentes lectures, mais comment les habitants, ils pouvaient encore y vivre, quoi. Que ce soit dans le chapitre ou dans les chapitres précédents et les chapitres suivants, il y a une sale ambiance dans le conflant. C'est sûr. Tu vois, quand tu vis en temps de guerre moi, j'ai jamais vécu en temps de guerre, mais quand tu vis en temps de guerre dans les villages qui sont proches du centre etc., comment tu fais pour, il doit y avoir un stress permanent, en fait. Tu sors, tu peux te faire décapiter en 3 secondes, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Ouais, le moindre besoin vital comme de l'eau et tout, ça devient, tu risques ta vie, quoi. T'es jamais sûr de. Oh, c'est horrible. Ils trouvèrent dans le village une mère estropiée, ainsi que sa fille de 2 ans qui ne parlait pas. Yoren décida de les recueillir, mais la mère mourut le lendemain. On creusa une tombe afin qu'elle puisse avoir une sépulture digne de ce nom. C'est vraiment avec Arya qu'on commence à voir les horreurs de la guerre. Et ouais, c'est ce que j'ai écrit, c'est que en fait, de par le point de vue d'Arya, on commence vraiment à voir ce qui se passe du point de vue du petit peuple, quoi. Que c'est de la chair à canon. Enfin, c'est des dommages collatéraux, mais et juste que la bourgeoisie entre guillemets
enfin, ne vit pas du tout. Quand vraiment le petit peuple a aucun pouvoir sur ce qui se passe entre les seigneurs. Non, que dalle. Un soir, Arya sortit pisser dans les bois et tomba nez à nez avec une meute de loups. Heureusement que le loup qu'elle croisa se détourna d'elle au moment où il la vit. Et on avait sûrement déjà entendu parler de cette meute lors du 2e chapitre de Arya de Aseoka. Alors, Guillaume, je te rappelle, il s'était arrêté la troupe de Yoren dans une auberge et les rumeurs parlaient de meutes de loups incontrôlables dans le conflant et un certain Lord de Mouton aurait même essayé de les arrêter, mais lui et aucun de ses hommes n'étaient revenus de l'expédition. On avait pensé à Nymeria dans cet épisode, vu qu'Arya l'avait abandonné près du Trident, mais bon, aucune preuve tangible que Nymeria ne soit liée à ces événements. Ouais, c'est de la supposition et Mais franchement, après, je t'avoue que cet événement, j'en ai rien à foutre. Oui, non, mais La ouais, c'est croisée vrai. des loups, sombre loup, Oui, non, mais t'as raison. Parce qu'en fait, on peut se dire c'est qu'une supposition, mais en même temps, enfin, je veux dire, à quoi ça sert de, comment dire, d'évoquer des loups auprès d'Arya si c'est pas pour parler de Nymeria, quoi. Exactement, exactement. Mm. Franchement, pour le coup, je Mais non, vois pas trop où je il veut comprends en venir. totalement. Martin, je sais pas où il veut en venir avec ça. Moi, s'il veut conclure un arc narratif avec ça, je sais pas ce qu'il veut faire. Mm. En plus, moi, j'ai ma petite idée sur la suite des événements. Forcément, j'ai vu la série et tout. Je sais pas ce qu'il va faire avec cet arc narratif de loup. Ouais. Tu vois pas c'est vrai que parce que je- cet arc narratif de loup apparaît pas dans la série, mais du coup, tu vois ouais, pas tellement le lien avec cet arc et le reste, enfin, en tout cas, la suite que t'as vu dans la série, quoi. ouais. En tout cas, moi, non. Là, Mm. j'y vois pour l'instant aucun intérêt. On verra, hein, mais En tout cas, le chapitre se termine par une discussion entre Arya et Yoren sur le fait que Arya voulait retourner chez elle, qu'elle avait peur, et que Yoren, essayant à sa manière, je pense, de la rassurer, lui disait que qu'en 30 ans de mission pendant lesquelles il menait des recrues à la garde de nuit, il n'avait perdu que 3 hommes. Donc, ce que tu disais, hein, Yoren, il a de la bouteille, ça ouais. sent que voilà, c'est C'est- quelqu'un avec de l'expérience. Ouais, tu sens qu'il a une bonne expérience et que malgré ses airs ces airs de gros rustre, il sait de quoi il parle et il sait agir, quoi. Hmm. Enfin voilà, on va terminer pour ce Bon, chapitre. Assez court, hein, mais ça fait du bien d'avoir des chapitres, voilà, des chapitres ouais, assez light pour digérer. ouais. Euh, on espère que vous l'avez apprécié, que vous partagerez notre épisode, que vous le commenterez sur les différentes plateformes, que vous nous enverrez des messages sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Et puis on vous souhaite une bonne semaine jusqu'à la sortie, je l'espère, du prochain épisode. À la prochaine. À la prochaine.